ensuite, dans la question telle que je l'ai comprise, et là je pense que je sors un peu de mon rôle de président de Géos et je remets mon treillis de sous-chef Ops de l'état-major d'armée, c'est quel appui Géos pourrait apporter à la stratégie française. D'abord, je pense qu'il faut essayer de caractériser, de façon évidemment, ce sera caricatural, mais les Afriques, parce qu'il n'y a pas qu'une Afrique. Et donc moi j'en vois 4. Je vois une première Afrique, c'est l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, c'est l'Afrique des risques et c'est l'Afrique des frottements stratégiques avec nos compétiteurs. C'est celle dont la France est en train d'être expulsée. Il y a une deuxième Afrique, je ne veux pas dire que c'est l'Afrique centrale, c'est l'Afrique du centre et c'est celle qui est l'Afrique de la francophonie et des ressources stratégiques. On vient de découvrir des gisements incroyables en terres rares et en minéraux rares au Zimbabwe. Et les Chinois y sont déjà, les Russes y avancent. Je ne pense pas que des sociétés françaises aient déjà examiné leur engagement au Zimbabwe. Il y a ensuite une troisième Afrique qui est l'Afrique australe. Je pense que c'est l'Afrique du business. Et parmi les plus grosses économies, il y a évidemment l'Afrique du Sud. Donc c'est plutôt ce domaine-là qu'il faut privilégier. Et puis enfin, il y a l'Afrique de l'Est. Et pour moi, l'Afrique de l'Est, c'est l'Afrique des flux commerciaux entre le canal du Mozambique, entre la mer Rouge, entre ces lignes-là. Et c'est ça qui sont les priorités. Sur l'Afrique de l'Ouest, et je vais me concentrer là-dessus, puisque je n'ai pas tellement de légitimité pour les autres Afriques, pour l'Afrique de l'Ouest, je pense que d'un point de vue macro, la problématique est très différente d'une problématique qui serait simplement sécuritaire ou économique. Ce qui est en train de se jouer en Afrique de l'Ouest, c'est toute une zone d'Afrique qui est en train de basculer et qui pourrait devenir le levier de nos compétiteurs, et notamment de la Russie, pour imposer un modèle de société qui n'est pas le nôtre. C'est ça qui se passe. C'est pas uniquement la sécurité. Et on voit cette espèce de traînée de poudre. On voit maintenant les Russes qui sont arrivés au Tchad, qui sont au Burkina, qui sont au Niger, qui sont peut-être bientôt au Sénégal. On sait qu'ils avaient manifesté leur intention de prolonger vers la Côte d'Ivoire. C'est pour moi un peu ça l'enjeu. Du coup, si notre pays a l'intention de continuer à peser ou de conserver une forme d'influence dans cette zone-là, il est clair que ça n'apparaîtra pas dans les champs physiques. Je pense que l'option militaire, ou la présence militaire, ou la visibilité militaire ne sera plus un critère pour développer cette influence. Je pense qu'elle reposera sur les champs immatériels. C'est dans ce domaine-là qu'il faut investir. Et globalement, en le résumant, il faut passer d'une stratégie démonstrative et bruyante à une stratégie discrète et une stratégie d'accès. C'est à mon avis ça l'enjeu. Et tous les acteurs que vous avez réunis ici, mais bien d'autres, devraient participer à cette stratégie, si jamais c'est bien notre stratégie. Pour mettre ça en œuvre, ça suppose 3 ou 4 conditions. D'abord, c'est que l'État bénéficie d'un réseau d'entreprises de confiance. Et là, il faut déterminer ça. Quels sont les critères? Comment on les détermine? Comment on le valide? Est-ce qu'il faut le légaliser? Est-ce que c'est simplement de l'interpersonnel? Mais en tout cas, il y a un sujet là. La deuxième, c'est que l'État ait la capacité et les mains qui soient un peu plus ouvertes sur les capacités d'externalisation, de transfert d'un certain nombre d'actions régaliennes. Il faut trouver la bonne ligne de séparation des eaux vers des entreprises privées. Je sais que c'est déjà le cas, notamment pour DCI et Expertise France, mais il faut revoir ça dans son ensemble. La troisième chose, elle a été dite, c'est que finalement, il faut sortir de la logique d'offre pour être dans une logique de réponse à la demande. Et dans ce domaine-là, il faut aussi être capable de susciter la demande. Il ne faut pas l'attendre, il faut la susciter. Mais en tout cas, il faut sortir de la logique on va vous fournir que des pneus gauche de camion, si jamais il leur faut un pneu gauche et un pneu droit. C'est quand même un peu ce qui s'est passé pendant un certain temps. Et puis enfin, et c'était aussi une des conclusions qui a été évoquée, il nous faut avoir une structure qui soit une structure capable d'intégrer de nombreuses capacités. Je pense que un des sujets de l'influence, un des sujets des capacités à développer, c'est pas tant les métiers. On a des gens qui sont très bons dans les métiers. C'est la capacité à coordonner tout ça. La solution à l'influence, la solution aux crises, elle est pas tant dans le matériel, elle est pas tant dans l'expertise, elle est dans la capacité à coordonner. C'est ça qui détermine l'efficacité. Et c'est là qu'on doit aller. Un dernier mot encore pour dire
qu'est-ce qu'on pourrait faire ou comment on pourrait essayer d'expérimenter ça. Je me suis posé la question, quand j'ai vu la volonté ou la décision politique de réduire profondément nos effectifs prépositionnés outre-mer, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour illustrer ce que je viens de dire? Eh bien, voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan et Lomo Nord soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains, que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce domaine-là, comment on fait pour baisser la visibilité d'un projet comme ça? C'est extrêmement simple. GEOS l'a fait en Afghanistan, GEOS l'a fait au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. Expertise France est capable de faire le reste. Et là, on a un projet, dès lors que les Africains nous le demanderaient, qui serait d'abord intégré avec tout ce qu'on est capable de faire sur les mines, sur la formation médicale, sur la formation militaire, sur la livraison de matériel. On peut aller plus loin, on devrait aller plus loin. Cet intégrateur, il devrait être capable de balayer le champ depuis l'humanitaire jusqu'à la formation militaire, du culturel jusqu'à l'entraînement de gens sur le camp de Lomo Nord, qui est un champ de tir assez connu. C'est un peu ça que je vois comme capacité d'intégration. C'est un peu comme ça que je vois la façon dont notre pays pourrait conserver une forme d'influence en Afrique, tout en respectant évidemment et tout en obéissant aux instructions qui nous ont été données ou qui ont été données par le pouvoir politique. Voilà, ça c'est un exemple particulier. Je pense qu'on peut les multiplier à l'envi. Il faut simplement qu'on ait envie de faire quelque chose comme ça. Monsieur le vice-président, j'en ai fini. Merci. Merci, monsieur mon général, d'avoir développé les quatre métiers de GEOS. Je vais donc laisser la parole maintenant à monsieur Fringant, qui est le président directeur général de Défense Conseil International. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les parlementaires, chers amis, merci de me donner l'occasion de m'exprimer. DCI, Défense Conseil International, en statut très particulier. Nous opérons plutôt dans l'ombre. En tous les cas, c'est un honneur d'être devant vous aujourd'hui. Nous sommes en outil de coopération et de rayonnement de la France depuis plus de 50 ans, mais comme vous allez pouvoir le constater, malgré ces 50 ans d'existence, nous sommes en outil neuf en termes d'influence française en Afrique. Pour éclairer mon propos, si vous me permettez, j'articulerai celui-ci en 3 temps. Dans un premier temps, très rapidement, je rappellerai en quoi, et je vous exposerai en quoi DCI est un outil d'influence très particulier au bénéfice ou à la disposition du ministère des Armées, avant d'évoquer devant vous la stratégie que DCI a retenue ces dernières années pour se positionner comme outil d'influence en Afrique. Et enfin, je terminerai en évoquant les résultats intéressants que nous avons pu obtenir ces toutes dernières années, et notamment durant l'année écoulée. Premier point en quoi DCI est un outil d'influence de la France et plus particulièrement du ministère des Armées. Pour aller à l'essentiel, je pense qu'il est important de revenir à la genèse, à la création de DCI. 1972, DCI a été créé pour accompagner les grands contrats d'export à l'armement et assurer la formation opérationnelle dans le cadre de ces grands contrats d'export. Et donc c'est en qualité d'auxiliaire et afin de ne pas obérer la capacité opérationnelle de nos forces que, sur décision et à l'initiative du ministère des Armées, cet organisme a été créé. Peu à peu, avec le temps, et en qualité d'opérateur du ministère des Armées, DCI a été chargé d'assurer plus largement des transferts de savoir-faire opérationnels des armées dans l'ensemble de leurs domaines de compétences, y compris les plus critiques, et en intégrant les savoir-faire de la Direction générale de l'armement. Tout cela, évidemment, vous l'avez compris, dans le cadre de programmes de coopération internationale. Pour résumer cela, je reprendrai les termes de notre raison d'être, inscrite dans les statuts, qui consiste, 1, de contribuer au rayonnement de la France et du ministère des Armées, ainsi